C'est un plaisir, mesdames et messieurs, de vous présenter la nouvelle édition de ce lundi 6 juillet 2020. Une édition en synergie des médias, Radio Nzambagateka Kawe, Radio RPA et la télévision Renaissance. Elle est centrée sur le nouveau gouvernement qui vient d'être mis en place, un gouvernement qui inquiète, non seulement pour son caractère militaire, également il est fait de certains membres accusés de violations graves des droits humains, à commencer par le chef du gouvernement, général Arenguiome Bunyoni, général Gervais Ndirakobucha alias Ndakugarika, à la tête de 3 ministères, de l'intérieur, de la sécurité et du développement communautaire. Ces 2 personnalités sont toutes sous sanction des États-Unis et de l'Union européenne pour ces allégations. Voilà le seul point de notre édition que j'ai le plaisir de vous présenter. Bienvenue. Rebonjour. Le Burundi connaît un nouveau président depuis le 18 juin dernier, Evariste Ndayishimiye, tout comme son prédécesseur, qui s'en prenait à la communauté internationale et aux opposants. Evariste Ndayishimiye se montre aussi intransigeant. Dans certains de ses discours, il a tenu des propos agressifs envers ceux qui dénonçaient les exactions commises par des Imbonerakure, tout en faire croire qu'il va suivre la route déjà tracée par Pierre Nkurunziza, Josine Kazi. De confession catholique, Evariste Ndayishimiye, surnommé Neva, est né en 1968 à Kibimba, en commune de Giheta, dans la province de Gitega, au centre du Burundi. Il a étudié à l'école primaire de Kibimba jusqu'en 1984. Il a poursuivi les études secondaires à l'Athénée de Bujumbura, puis au lycée de Muramvya. En 1991, Evariste Ndayishimiye est entré à l'université du Burundi à la faculté de droit. En 1995, Evariste Ndayishimiye est l'un des étudiants Hutus qui échappent au massacre mené par les étudiants Tutsis, puis entre au mouvement Conseil national pour la défense de la démocratie dans sa branche armée, Force de défense de la démocratie, les FDD. C'est en 2004 qu'il rentre à Bujumbura pour intégrer l'armée burundaise dans les rangs des généraux du Burundi. Depuis lors, Evariste Ndayishimiye a exercé différentes fonctions dans l'administration du pays jusqu'au 20 août 2016, quand il a été élu secrétaire général du parti CNDD-FDD. Vers la fin de 2019, Evariste Ndayishimiye avait accusé l'Église catholique de vouloir révolter la population burundaise. L'Église catholique avait dénoncé les exactions commises par les Imbonerakure. Demain, à l'Église, ils vont vous lire un communiqué. Ils vous diront que vous êtes des meurtriers, alors que vous êtes leurs disciples. Imaginez-vous et dites-moi, et c'est vrai que les Imbonerakure maltraitent les opposants, mais demain, ils vous diront que les Imbonerakure séquestrent les opposants. Ils vont vous diviser, ils veulent nous faire mal, comme ils l'ont fait en 2015. Souvenez-vous de celui qui nous a qualifiés d'esclaves. Vous vous en souvenez? Et maintenant, ils ont vu que nous allons entamer le processus électoral et ils veulent nous diviser encore. Lors d'un congrès organisé le 26 janvier 2020 à Gitega, dans le centre du pays, les délégués du CNDD-FDD choisissent Evariste Ndayishimiye pour candidat à l'élection présidentielle du 20 mai 2020, qu'il a remporté, bien que les résultats aient été contestés par le principal candidat de l'opposition, Agathon Rwasa, le président du CNL. Evariste Ndayishimiye a accédé à la tête du pays le 18 juin dernier, bien avant la date prévue, suite à la mort inopinée du président sortant Pierre Nkurunziza. Au cours de sa prestation de serment à Gitega, il a parlé des méfaits des colonisateurs qui n'ont fait que semer la division au sein de la population burundaise. Les Burundais ont été esclaves dans leur propre pays. Ils ont abandonné leurs coutumes et mœurs et ont suivi les valeurs européennes. Ces 15 ans nous ont montré que les colons veulent encore du mal à notre pays. Et cela s'est concrétisé en 2015 où des Burundais ni foi ni loi, à la sorte des étrangers ont voulu détruire leur propre pays. Evariste Ndayishimiye va occuper le poste de chef de l'État pour une période de 7 ans, renouvelable une fois, comme la Constitution de 2018 l'envisage. La population burundaise attend beaucoup de la part d'Evariste Ndayishimiye, comme promis lors de la campagne électorale et à son investiture. Merci à Josine Kazi. L'actuel Premier ministre et celui de l'Intérieur et de la Sécurité publique sont cités dans plusieurs assassinats depuis une dizaine d'années.
Le parcours entaché de sang d'Alain Guillaume Bunyoni et de Gervais Ndirakobucha alias Ndakugarika nous sont présentés par Émile Nibasumba. L'assassinat de Jackson Simbananié, surnommé Kirahuata, c'est le plus récent perpétré alors que Gervais Ndirakobucha, surnommé Ndakugarika, était à la tête du service national de renseignement juste après son kidnapping par les agents du SNR. Selon les témoins, certains membres de sa famille et amis ont contacté Gervais Ndirakobucha, mais l'alerte n'a pas empêché que le cadavre de Kirahuata soit découvert dans un caniveau le lendemain. C'était le 14 mai dernier. Gervais Ndirakobucha a également été cité comme étant à la tête du plan Safisha qui avait l'objectif d'assassiner le plus grand effectif possible des partisans du FNL d'Agatongwassa. Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU à Bujumbura a documenté près de 300 morts au cours de ces massacres commis depuis 2010 jusqu'en 2013. Les témoins ont également pointé du doigt le commissaire de police-chef Gervais Ndirakobucha dans les massacres de Gatumba, au bar dénommé Chez les Amis. Au tribunal, le surnommé Nzarawu a accusé Gervais Ndirakobucha d'avoir participé à la planification de ces massacres du 18 septembre 2011 qui ont emporté plus de 37 Burundais. Gervais Ndirakobucha était à l'époque directeur général adjoint de la police nationale. Dans l'assassinat de l'ancien vice-président de l'OLUCOM, Ernest Manirumva, le 9 avril 2009, Gervais Ndirakobucha est également cité parmi les commanditaires. Gervais Ndirakobucha est parmi les officiers pour lesquels la police fédérale américaine FBI a recommandé un test ADN, ce qui n'a jamais été mis en exécution. Le FBI collaborait à l'époque avec le gouvernement burundais dans les investigations sur l'assassinat d'Ernest Manirumva. Cet activiste anticorruption avait été assassiné alors qu'il enquêtait sur les armes commandées par le gouvernement du Burundi, mais qui, paraît-il, finissaient dans les mains des rebelles rwandais FDLR en République démocratique du Congo. En échange, certaines autorités burundaises recevaient de la part de ces rebelles rwandais des minerais dont le trafic était géré par Alain Guillaume Bunyoni selon certaines sources. C'est Alain Guillaume Bunyoni qui aurait souvent le dernier mot lorsqu'il s'agit de planification des assassinats selon ces sources qui affirment qu'il agit souvent dans l'ombre. Par exemple, il est suspecté d'être impliqué dans les massacres de Gatumba de 2011 puisque son chef de cabinet, Maurice Mbonima, est cité comme coordinateur de ces assassinats par certaines sources. Le 11 décembre 2015, après l'attaque des camps militaires à Bujumbura, certains habitants de Musaga indiquent que la garde d'Alain Guillaume Bunyoni a arrêté une dizaine de jeunes, des jeunes qui ont disparu pour de bon. Alain Guillaume Bunyoni est très doué surtout dans des crimes économiques. Selon certaines sources, il est par exemple cité dans des contrats de gré à gré, des contrats de fabrication des passeports qui ont causé un manque à gagner de plus de 4 millions de dollars au pays. Il est également cité dans le scandale de l'achat d'un jet présidentiel en 2014, le jet qui n'est jamais venu. À l'époque, en 2016, ils ont finalement amené un jet qui n'a jamais décollé. Le montant détourné à l'époque était de plus de 14 millions de dollars américains. Le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Gervais Ndirakobucha sont tous les deux sous sanction des États-Unis d'Amérique. Gervais Ndirakobucha, lui, est également sous sanction de l'Union européenne. Merci également à Émile Nibasumba. L'une d'autres figures introduites dans le nouveau gouvernement est l'ambassadeur Albert Shingiro au poste de ministre des Affaires étrangères. Il est beaucoup plus connu pour sa négation du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. C'était lors d'une réunion du Conseil des Nations Unies pour les droits humains à Genève, en Suisse. Insultes, menaces de poursuite, voire pire, tel est le prix à payer qu'a connu la commission onusienne d'enquête sur le Burundi qui dénonçait depuis 2016 différentes violations des droits humains au Burundi. Plus de détails avec Bertrand Ngendakuriyo. Albert Shingiro est connu comme un ambassadeur de crise. Pierre Nkurunziza l'a nommé au moment où le Burundi commençait à s'isoler
après son 3e mandat contesté. Albert Shingiro s'est débattu pour défendre comme un bon fidèle les crimes que commettait le pouvoir du CNDD-FDD. Il a beaucoup été connu, notamment pour sa négation ouverte du génocide des Tutsis au Rwanda. En ce qui nous concerne, c'est un pays qui se dit victime d'un génocide présumé. Et maintenant, sommes un pays responsable présumé de notre génocide commis dans la région en RDC, qui a emporté plus de 6 millions de personnes. Le 24 octobre 2018, alors ambassadeur du Burundi auprès de l'ONU à New York, Albert Shingiro a fait preuve de mépris pour les tentatives de l'ONU de mettre fin à la crise. Non seulement il a menacé publiquement de traduire en justice les membres de la commission d'enquête de l'ONU sur les crimes graves qui se commettent dans le pays, suggérant ainsi qu'il pourrait être poursuivi pour diffamation et tentative de déstabilisation des institutions burundaises. Il a également insulté le président de la commission, Doudou Diène, en le qualifiant d'esclavagiste. Albert Shingiro s'est également fait connaître sous le pseudonyme de Jeff Lukandingona, un compte Twitter extrémiste qui véhiculait des messages de haine contre les Tutsis appelés Sindumuja. Il a été démasqué au mois de juin 2016 où il annonçait sa participation dans la journée internationale du yoga aux Seychelles. Son compte à part après était supprimé. Je dis merci à Bertrand Gendakouli. Il y a certainement une main extérieure derrière le pouvoir du CNDD-FDD. C'est en tout cas la conviction d'une certaine opinion et des exemples ne manquent pas pour lui donner raison, en tête desquels l'ancien président tanzanien Jakaya Mrisho Kikwete. L'interventionnisme de ce dernier dans la politique burundaise ne laisse aucun doute, et cela ne date pas d'aujourd'hui. Franck Kazi. Le 18 juin, Jakaya Kikwete était aux premières loges lors de la prestation de serment d'Évariste Ndayishimiye. Il a même prononcé un mot de circonstance en lieu et place de la vice-présidente Samia Suluhu, qui pourtant conduisait la délégation tanzanienne. Une semaine plus tard, le 26 juin, l'ancien chef d'État tanzanien est revenu à l'inhumation de Pierre Nkurunziza. 6 jours après, le 1er juillet, lors du 58e anniversaire de l'indépendance, le nouveau président Ndayishimiye lui a décerné un prix pour son soutien indéfectible au régime depuis 2015 lors de la tentative de coup d'État contre Nkurunziza. Une omniprésence à un acte symbolique qui ne manque pas de susciter des interrogations. Mais Jakaya Kikwete est connu depuis plus longtemps comme un acteur prépondérant dans les affaires burundaises. De 1996 à 1999, alors que le Burundi était sous embargo, Kikwete, alors ministre des Affaires étrangères, jouissait du quasi-monopole de la fourniture du carburant au Burundi. Et, durant cette même période, il a participé à mettre la pression sur le gouvernement de transition d'alors pour le pousser à accepter de négocier avec le groupe rebelle CNDD-FDD. Et beaucoup de se posaient alors la question de savoir pourquoi la même pression n'est pas mise sur le pouvoir CNDD-FDD pour négocier avec l'opposition en exil. Kikwete poursuit jusqu'aujourd'hui le commerce du carburant dans le pays à travers Interpetrol, l'une des principales compagnies pétrolières au Burundi, se rendant ainsi incontournable dans l'économie burundaise. Par ailleurs, des sources concordantes soulignent le rôle croissant et primordial du même Kikwete et certaines autorités tanzaniennes au Burundi, spécialement dans les sphères de prise de décision du CNDD-FDD. Ce qui explique les nombreuses délégations du parti au pouvoir à Dar es Salaam pour demander conseil à chaque fois que le CNDD-FDD est dans la tourmente. Ceci expliquerait également le harcèlement incessant sur les réfugiés burundais vivant en Tanzanie pour les forcer à rentrer. Une opération qui ne vise qu'à donner une image de stabilité au pouvoir CNDD-FDD. Merci à Franck Kazé. On ne s'attend pas à une amélioration des relations internationales du Burundi. Ce sont les propos de l'ancien sénateur Emmanuel Nkengurutse. Selon lui, la nomination de l'ambassadeur Albert Shingiro à la tête de la diplomatie burundaise est présage rien de bon car elle a été caractérisée par des accusations mensongères et calomnieuses envers les pays partenaires du Burundi et certains pays voisins. Un autre facteur de désespoir non moins important est que le nouveau gouvernement suit la ligne apparemment tracée par Pierre Nkurunziza qui a isolé le Burundi du reste du monde. Suivez Emmanuel Nkengurutse, ancien sénateur du Burundi. En réalité, les affaires étrangères et la coopération, c'est le prolongement de la politique intérieure du pays. Alors, cette politique, elle est basée sur ça, elle est basée sur des discriminations, des catégorisations des personnes. Et vous avez
des Burundais qui jouissent pleinement de leur citoyenneté et d'autres qui sont des sous-citoyens qui ne bénéficient ou qui ne jouissent d'aucun droit. Les Benegihugu, les Banyagihugu, les Mugeri, les Ibipinga, voilà. C'est ça, la politique intérieure. La politique intérieure, c'est aussi la gestion calamiteuse, c'est la gestion à la papa des biens et ressources de l'État, des biens et ressources publiques. C'est un de même avec les relations internationales du Burundi, où vous allez trouver parmi les pays partenaires ou les pays étrangers, des pays qualifiés de colonialistes, de néocolonialistes, ou alors des bons voisins ou de mauvais voisins. Monsieur Albert Nshingiro, quand il était ambassadeur, représentant permanent du Burundi aux Nations Unies à New York, il s'est montré très apte à appliquer cette politique de différenciation, de catégorisation. Je me rappelle des interventions qu'il a faites en s'attaquant au Rwanda lorsqu'il a osé nier le génocide des Tutsis de 1994 au Rwanda et lorsqu'il a accusé ce pays de commettre le génocide en RDC. Alors, comment est-ce que celui-là, qui est promu à la tête de la diplomatie burundaise, pourra réellement renouer de bonnes relations avec les pays dits colonialistes ou alors les voisins, les pays voisins comme le Rwanda? Est-ce qu'il le pourra avec ces déclarations fracassantes, avec ces attitudes belliqueuses? Je ne pense pas. La diplomatie qu'elle va appliquer, c'est celle-là qui a été appliquée sous Nkurunziza. Et d'ailleurs, le président prétendument élu, Évariste Ndayishimiye, a dit qu'il fera exactement ce que son prédécesseur faisait. Donc, on ne s'attend pas à une amélioration des relations internationales du Burundi parce que, d'une part, on va appliquer la politique du prédécesseur d'Évariste Ndayishimiye et d'autre part, on met à la tête de la diplomatie le plus mauvais diplomate qui soit depuis l'histoire récente de la République du Burundi. Parce que la diplomatie, c'est tout le contraire de ce que faisait l'ambassadeur Albert Nshingiro. Et pour d'autres réactions, le nouveau gouvernement du Burundi ne donne pas espoir vu certains membres de ce dernier qui ont été nommés alors qu'ils sont accusés de crimes graves et d'autres violations des droits humains au Burundi. Le constat est de Maître Gustave Niyonzima, vice-président du CAVIB, collectif des avocats pour la défense des victimes. Gustave Niyonzima dit que les acteurs de crimes sont remerciés au Burundi au lieu d'être traduits en justice. En tenant en considération la formation du gouvernement après la prestation de serment de son Excellence le président Évariste Ndayishimiye, on en tire la conclusion qu'il n'y aura aucune lueur d'espoir eu égard aux nominations de certaines personnalités qui sont dans la sphère étatique et qui sont souvent citées dans des rapports des organisations de la défense des droits humains sur le plan national et sur le plan international, en commençant par le Premier ministre, ainsi que le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire. Toutes ces personnalités sont souvent citées dans des cas des exactions commises au jour. Lesquels cas sont inhérents au cas de disparitions forcées, des assassinats ciblés, des tortures atroces, et j'en passe. Mais il y a certains exécutants qui exécutent les ordres
émanant de ces personnalités, par exemple Désiré Uwamahoro, Kazungu. Souvenez-vous même que le tribunal de grande instance de Muramvya avait condamné Uwamahoro pour l'infraction de torture, mais il n'y a jamais eu la mise en application de ce qui a été jugé. Et donc on voit qu'il y a des imbonerakure, il y a des éléments de la police, du service national de renseignement qui se racoulent douces et qui sont souvent cités dans des cas de crimes odieux, punissables par le droit international. Mais aussi, on voit que l'ancien chef des imbonerakure, Ezekiel Nibigira, a été remercié. Mais même pour l'ancien gouverneur de la province de Kirundo, qui est devenu ministre de la Défense, on voit donc qu'ils sont en train d'institutionnaliser les crimes. Et ça nous montre qu'il y a l'anguille sous roche dans ces nominations et qu'il y aura la continuité des crimes qui se commettent au jour. Donc il n'y a aucune lueur d'espoir tant que ces criminels qui sont souvent cités ne seront pas arrêtés et jugés. Et de la part des organisations internationales et des droits humains, la nomination de certaines personnalités dans le gouvernement du Burundi préoccupe certaines organisations qui militent pour les droits humains, pour l'initiative des droits humains au Burundi. Karina Teritsakian, chercheur au sein de cette organisation, c'est une façon de protéger ceux qui sont accusés de violations graves des droits humains au Burundi. Voilà, suivez Karina Teritsakian, chercheur au sein de l'initiative des droits humains au Burundi. Je pense qu'il faut regarder au-delà des discours du président et même au-delà de sa personne et voir qui est dans son entourage, qui va détenir le vrai pouvoir dans ce gouvernement. Et là, ça devient inquiétant quand on voit certaines personnes qui ont été nommées à des postes clés. Je peux citer deux exemples. D'abord, le Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni. Il a été ministre de la Sécurité publique, donc responsable de la police, pendant plusieurs années, une période où des policiers ont tué et torturé beaucoup de personnes, surtout après le déclenchement de la crise en 2015. Je peux citer également Gervais Ndirakobucha, alias Dakugarika, le nouveau ministre de la Sécurité publique et de l'Intérieur, qui lui a un long passé très sombre en matière des droits humains, qui a participé à de graves crimes dans les différents postes qu'il a détenus au sein de la police, du service de renseignement et de la présidence. Il ne faut pas oublier non plus qu'Évariste Ndayishimiye, avant d'être élu président, était secrétaire général du parti au pouvoir depuis 2016. Et là aussi, pendant une période où les jeunes du parti au pouvoir, les Imbonerakure, ont commis de graves exactions envers leurs opposants politiques. C'est le contexte d'ailleurs dans lequel se sont déroulées ces élections, un contexte de répression politique sévère. Plusieurs opposants, notamment du parti CNL, ont été tués, des centaines d'autres sont emprisonnés. Donc, malgré tout cela, nous espérons, nous attendons d'ailleurs que le nouveau président réalise ses promesses. Il faudra aller au-delà des discours, au-delà des promesses vaines de ces dernières années. Je pense que la population burundaise aussi attend des résultats concrets. Donc il pourrait commencer avec des actions très précises, comme par exemple la libération des journalistes d'Iwachu qui sont en prison, la libération des défenseurs des droits humains qui sont en prison, et mettre en place également des réformes importantes au niveau de la justice pour mettre fin à l'impunité qui protège les auteurs de ces crimes. Voilà, c'est ce que prend fait cette synergie des médias. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi à l'équipe technique pour la réalisation de ce journal également. À nous revoir.